Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre présence, de nous avoir choisis dans ce riche programme qui vous est proposé aujourd'hui. Donc, on se retrouve ensemble pour 1h30 autour de la question de comment trouver son chemin dans la solidarité internationale. Donc, c'est une conférence qui vous est proposée par le réseau solidaire, le réseau d'orientation humanitaire et solidaire, qui est donc un réseau piloté par Bioforce et qui regroupe 12 ONG dont vous avez les logos et parmi lesquels les quatre collègues ici présents. Et donc on va essayer tous ensemble de clarifier un petit peu les chemins qui mènent à la solidarité internationale. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, donc il y a Hortense Bayert à côté de moi qui est donc responsable du pôle recrutement chez Médecins du Monde France. Je vous les présente brièvement et ensuite je leur laisserai un tour de table où ils vont chacune et chacun vous présenter leur parcours plus largement. À ses côtés, nous avons Adélaïde Maury qui est chargée de recrutement et de mobilité pour Action contre la faim. Olivier Lagarde, directeur du SCD, Service de coopération et développement, je ne me suis pas trompée. Et puis enfin Charlotte Chiron, responsable de communication chez France Volontaire. Donc avant de leur laisser la parole, je vais simplement vous dresser un petit constat planter un petit peu le décor sur le secteur de la solidarité internationale pour qu'on parte un petit peu sur des bases communes. Donc en introduction, donc c'est un secteur qui s'est professionnalisé grandement ces dernières années, ces derniers temps, avec de nombreux acteurs et des acteurs variés, pas seulement des ONG, mais des organisations internationales, les médias, des entreprises, des fondations qui vont s'impliquer sur des actions de solidarité internationale. Et puis des thématiques aussi qui sont très variées. Quand on a démarré, quand Bioforce a démarré, c'était autour de la logistique de santé. Maintenant, il y a tout un tas de métiers et tout un tas de thématiques d'intervention autour de l'éducation, de l'environnement, toujours la santé évidemment, et beaucoup d'autres thématiques. Un autre constat, ça va être la complexité accrue des terrains d'intervention pour les acteurs humanitaires, notamment au niveau de la sécurité, qui fait qu'on va avoir besoin de personnes formées, expérimentées pour répondre à ces besoins. Autre chose, l'exigence de qualité, de transparence, de redevabilité par rapport aux donateurs, par rapport aux bénéficiaires, par rapport aux financeurs. On va devoir rendre des comptes sur la qualité de nos interventions. Et donc là aussi, ça va nécessiter des nouveaux métiers. On a parlé aussi ce matin, pour ceux qui étaient au Zoom métiers de l'informatique, de ces métiers des nouvelles technologies, qui sont aussi un challenge pour les ONG et qui vont nécessiter des recrutements diversifiés. En parallèle et en cohérence avec ce constat de professionnalisation, on a énormément de formations qui sont apparues ces dernières années autour des métiers de l'humanitaire. Donc là aussi, ça peut être difficile de trouver un petit peu son chemin. Des formations courtes, des formations longues, des formations initiales, des formations continues, des DU, des formations en alternance niveau bac, des masters. Enfin, il y a énormément de structures, qu'on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Et puis, autre aspect qui peut être un peu nébuleux pour certains, pour trouver son chemin dans la solidarité internationale, les différents statuts qui existent, notamment un statut spécifique dont on va parler avec notamment le SCD et France Volontaire, dont c'est la spécialité, le VSI, le volontariat de solidarité internationale, le bénévolat de compétences, qui est aussi un peu spécifique à notre secteur, les services civiques pour les projets en France dans l'associatif, et puis les salariats plus classiques, mais avec quand même quelques petites spécificités.
Donc tout ça pour dire qu'il peut être parfois un petit peu difficile de savoir comment s'y retrouver. Et donc on espère qu'à l'issue de cette conférence ensemble, ça sera un petit peu clarifié. Donc pour vous illustrer d'abord la diversité des parcours dans ce secteur, on va faire un premier tour de table où chacun d'entre nous allons vous présenter un peu notre parcours, à la fois au niveau des études, on va remonter jusque-là, nos études, un peu les grandes lignes des différentes étapes de notre parcours et puis le poste actuel occupé. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Charlotte Chiron, responsable du service communication chez France Volontaire. J'ai commencé ma carrière il y a quelques années en tant que directrice d'édition dans une petite maison d'édition après des études en gestion de projet et en communication. J'ai fait notamment le CELSA à Paris. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans l'édition. Donc, je suis très attachée au contenu, aux histoires que l'on raconte. Je m'occupais des auteurs, je m'occupais des relations avec la presse, avec la diffusion. Et ça a été un socle dans ma formation de communicant. J'ai poursuivi mon parcours en indépendante pour une partie, en tant que journaliste, rédacteur pour certains médias ou agences d'influence. Et puis j'ai étoffé le panel de mes clients dans ce contexte-là pour bifurquer lentement mais sûrement vers le monde de la santé et de la chirurgie, et avec des laboratoires que j'accompagnais dans une communication un petit peu plus vertueuse, et pour arriver ensuite à la direction de communication dans un groupe dans l'industrie cosmétique. Rien à voir avec la solidarité internationale, vous me direz. Mais après 3 ans dans cette entreprise française, j'ai eu besoin de trouver quelque chose qui avait du sens pour moi, dans mon sentiment, dans ma volonté d'engagement, tout en restant dans mon secteur d'expertise qui est la communication. Et donc j'ai été recrutée par France Volontaire pour gérer le service communication. Je suis très heureuse de ce choix. Je suis très heureuse de pouvoir évoluer dans le monde de la solidarité internationale, de pouvoir mettre en lumière les histoires qui se passent sur le terrain, les histoires de nos volontaires, mais également les actions menées concrètement sur le terrain par nos membres, nos partenaires et les structures d'accueil. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard, mais qui permettent de construire des missions responsables, éthiques et avec un vrai impact sur le terrain. Donc mon parcours est tout à fait étonnant pour quelqu'un qui aurait pu être dans ce secteur-là, mais il est pour moi l'accomplissement vraiment d'un désir profond de pouvoir participer de près ou de loin à la solidarité internationale. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Lagarde, je suis directeur du SCD, le service de coopération au développement, qui est un organisme de volontariat basé à Lyon, qu'on représentera un petit peu tout à l'heure, mais qui est pour moi, dans mon parcours, un organisme aussi, au-delà du fait que je le dirige aujourd'hui, mais une association qui a beaucoup compté dans mon parcours, puisque j'ai été VSI avec le SCD il y a maintenant 15 ans. À la base, pour moi, ce parcours, ce n'est pas forcément comme une évidence, puisque durant mes études ou même avant, durant mon adolescence, j'avais pas forcément un profil
on va dire de bénévoles dans les assos ou à l'international. J'avais pas beaucoup bougé non plus, voire pas du tout. Donc c'était pas forcément une évidence autour de 20-25 ans de partir sur les métiers ONG international. Je sais pas trop à vrai dire pourquoi je suis rentré là-dedans. Je sais, même 20 ans après, je saurais même pas trop comment vous l'expliquer. Mais je pense que c'est beaucoup le lien avec les études, un profil assez généraliste puisque j'ai commencé avec une fac d'histoire. Puis un master en Sciences Po et un master 2 en droit international des droits humains, le tout à Lyon. Donc c'est plutôt à partir de ces formations Sciences Po, droit international que j'ai commencé à m'orienter via des stages, notamment sur l'international et les ONG, avec d'abord des stages au bureau des ONG de l'ONU ou en Tunisie à l'Institut des droits de l'homme. Donc là, qui a plus confirmé, on va dire, mon souhait peut-être d'abord d'être en fait sur l'international et dans les ONG, après sans savoir non plus dans quel secteur, quel métier, etc. C'était assez confus et je ne savais pas trop non plus quels étaient les acteurs de référence sur ce secteur-là. Et après avoir quand même bien galéré avec les candidatures, hein, j'en vois pas mal depuis ce matin qui passent au stand et qui effectivement, le premier pas entre les études et le milieu de la solidarité internationale, il est vraiment pas évident, il faut s'accrocher, d'où le titre aussi de la conférence, Trouver son chemin. C'est chercher un job comme dans n'importe quel secteur, mais c'est surtout trouver son chemin dans la solidarité internationale. Donc j'ai fait des jobs alimentaires un peu pendant 2-3 ans dans des centres d'appel, rien à voir. Et jusqu'à trouver donc le SCD déjà en 2008, donc ça remonte un petit peu maintenant, puisque je me suis inscrit dans une formation pour devenir volontaire. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience finalement significative dans ce domaine-là des ONG, parce qu'au-delà des stages, j'avais pas d'expérience significative. Donc je suis parti pendant finalement 3 ans. J'avais signé pour 1 an, finalement je suis resté 3 ans en tant que VSI en Colombie. À Bogota et dans la région du Choco, qui est à la frontière du Panama, sur des missions essentiellement liées aux droits humains, puisque c'était ma formation d'accompagnement de communautés afrodescendantes et autochtones sur les questions de droit à la terre, retour à la terre, etc. Et après ces 3 ans de volontariat en Colombie, donc, ce qui m'a permis vraiment d'ouvrir mon esprit déjà personnellement et aussi professionnellement, je suis rentré en France, galère, parce que pareil, quand on revient, c'est un peu comme on recommençait un truc. Donc une année, je crois, de Pôle emploi, mais en même temps où j'avais cogité déjà un petit peu en Colombie et quand je suis revenu, l'idée de poursuivre quelque part mon engagement que j'avais eu en Colombie, parce que j'avais trouvé sur place beaucoup de failles dans le système des ONG, des associations et un certain manque, en tout cas, ce que je trouvais moi, un certain manque de coordination entre ONG françaises en Colombie, là où je travaillais. Chacun faisait son truc de son côté. Et j'ai proposé du coup à des partenaires en France qui m'avaient suivi en Colombie de créer un réseau qui s'appelle encore aujourd'hui le réseau France-Colombie Solidarité. Donc j'ai été embauché en 2012 du coup pour créer ce réseau et qui encore aujourd'hui existe. Donc j'ai été coordinateur du réseau France-Colombie Solidarité pendant 4 ans. Puis je la fais courte, hein, mais à bout de 4 ans j'ai été recruté au CCFD Terre Solidaire à Lyon sur la partie mobilisation citoyenne, donc comment renforcer les dynamiques bénévoles citoyennes en région pour le CCFD Terre Solidaire, et jusqu'en 2020 donc, où je suis devenu directeur du SCD. Et si je disais que le SCD a parcouru un peu tout mon engagement, c'est parce que donc, je suis parti déjà en VSI avec le SCD, mais également au retour en France en 2011, j'ai été bénévole dans l'association, dans le OSCD, et également vice-président de l'association, donc en tant que bénévole. Donc ça fait vraiment 15 ans que le SCD me poursuit, ou que je poursuis le SCD, je ne sais pas. En tout cas, dans mon chemin. Et voilà, j'ai fait quelques petites parenthèses sur les thématiques en étant également dans la coopération franco-colombienne sur de la consultance sur des sujets de dialogue entre civils et militaires, donc totalement autre chose, mais sur de la consultance de projets internationaux entre universitaires, militaires colombiens, européens, etc., pour essayer de développer des outils de dialogue dans le contexte que sans doute certains connaissent des accords de paix en Colombie en 2016. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Donc Océane Plokine, je suis consultante et formatrice associée auprès de Bioforce que je représente donc aujourd'hui. Bioforce qui est une ONG de renforcement des capacités et institut de formation donc, qui forme au métier de l'humanitaire tant en formation initiale qu'en formation continue pour les acteurs sur le terrain. Donc avec un siège basé à Vénissieux, à côté de Lyon, et une antenne assez récente à Dakar, au Sénégal. Mon parcours, donc moi j'ai une formation à la base en DUT de communication. J'ai vite bifurqué par les stages et la poursuite d'études vers les sciences politiques et puis un master en droit de l'homme avec Olivier. Comment ? Bah oui, je le dis, tu l'as pas dit. 18 ans, oui. Et un peu moins. Et après, je suis partie en stage d'abord avec de la Fondation Terre des Hommes Lausanne, au siège, et puis au Pérou, par ma compétence un peu technique relative. J'avais fait qu'un DUT, mais en communication. C'est par ce biais-là que j'ai pu partir sur le terrain avec peu d'expérience. Ensuite, j'ai rejoint France Volontaire au Mali sur un projet avec les Nations Unies et un projet de développement du volontariat justement au Mali. Et puis, j'ai été recrutée par Hortense. J'ai invité que des amis aujourd'hui par Hortense pour Médecins du Monde, qui était un peu mon ONG fétiche. Mais voilà, il m'avait dit reviens après un an ou deux de terrain. Donc, ce que j'ai fait. Ah non, entre-temps, j'ai travaillé pour Asmae au Mali aussi, comme coordinatrice générale. Et ensuite, j'étais prête pour Médecins du Monde, où je suis partie en Inde comme liaison officer, qui était un poste un petit peu de représentation sur le terrain, sans équipe à coordonner. Et puis, j'ai évolué vers la coordination générale ensuite, en développant des projets sur place. Et puis voilà, après ces quelques années de terrain, j'ai eu envie de rentrer en France et de poursuivre mon engagement en accompagnant les personnes qui continuent de partir. Donc en étant formatrice, coach et consultante dans le secteur humanitaire. Bonjour, Hortense Bayer, responsable du recrutement chez Médecins du Monde. Alors moi j'ai encore un parcours différent. Alors, je ne suis pas issue d'une formation médicale. C'est souvent la question qu'on pose encore ce matin, on l'a vu sur le stand, mais je ne suis pas issue d'une formation médicale. Est-ce que je peux travailler pour Médecins du Monde ? Bien sûr que oui. Moi, mon parcours, je me suis un peu cherchée sur les études, on ne va pas se le cacher. J'ai fait un peu de droit à la fac, sans grand succès et sans grande motivation, je pense. J'ai fini par devoir me confronter à travailler concrètement, puisque mes parents commençaient à trouver le temps long sur les études à la fac. Et donc, j'ai opté pour l'alternance à l'époque et j'ai fait un BTS très généraliste qui s'appelait à l'époque assistante de direction en alternance. J'ai enchaîné différentes expériences d'assistante de direction dans le secteur privé principalement, jusqu'au jour où je suis tombée sur une offre par hasard, un petit peu comme toi. Je ne cherchais pas exclusivement dans le secteur de la solidarité internationale, je ne connaissais pas. Et je suis tombée sur une annonce qui m'a accrochée. J'ai passé un process de recrutement et je suis arrivée chez Médecins du Monde en tant qu'assistante au pôle recrutement à l'époque. Poste que j'ai occupé pendant 2-3 ans. Avec une forte... donc avec la découverte du secteur déjà qui m'a beaucoup plu, la découverte des métiers, du métier du recrutement qui m'a aussi beaucoup plu. J'ai eu envie d'évoluer sur la fonction recrutement. Pas d'opportunité à ce moment-là chez Médecins du Monde. Je suis allée me former dans le privé, dans des cabinets de recrutement, sur le métier du recrutement. Et puis je suis revenue quelques années après chez Médecins du Monde en tant que chargée de recrutement. Et j'ai évolué tranquillement jusqu'au poste que j'occupe aujourd'hui de responsable du pôle recrutement. Voilà. J'ai pas eu d'expérience, je suis pas partie en mission humanitaire pendant quelques mois, quelques années sur le terrain à l'international.
de par mes différents postes chez Médecins du Monde, j'ai eu l'occasion de faire des déplacements assez régulièrement sur les missions internationales pour me rendre compte un petit peu de comment ça se passait forcément. Et voilà pour ma part, pour mon parcours. Donc bonjour à toutes et tous, moi je suis Adélaïde Maury, donc je suis chargée de recrutement et mobilité chez Action contre la faim. Ça va peut-être en étonner plus d'un, mais moi c'était une évidence, le domaine de l'humanitaire. Je suis partie à 16 ans en voyage solidaire, je suis revenue, j'ai dit ok, je veux travailler dans l'humanitaire. Deux semaines après, je vois une interview de Stéphanie Rivoal, qui était notre ancienne présidente d'Action contre la faim du coup, et je me suis dit ok, je veux être chef de projet chez Action contre la faim. Alors je ne savais pas que ce poste n'existait pas, mais j'ai réalisé la moitié du rêve. Pour autant, pour faire plaisir aux parents et pour me sécuriser, j'ai fait un master en école de commerce en RH. Donc étonnant. Quand je suis arrivée en école de co et que j'ai dit je veux travailler dans l'humanitaire, ils m'ont regardée avec des gros yeux. Mais j'avais ma ligne directrice, donc j'ai fait un stage au Secours catholique. Après, j'ai fait un premier stage chez Action contre la faim au bureau des déplacements, donc organiser le départ et l'arrivée des expats qui partent en mission. Et là, j'ai dit waouh, c'est trop bien. Et donc j'ai continué, j'ai fait une alternance chez Action contre la faim en recrutement. Donc je recrutais les stagiaires et les alternants. Malheureusement, à la fin de mon alternance, il n'y avait pas de poste disponible, donc j'ai fait un petit passage au Resto du Cœur au niveau du siège sur le recrutement des bénévoles. Et puis 8 mois après, ACF m'appelle. « Allô Adé, on a un poste pour toi, est-ce que tu veux venir ?» Donc je suis revenue chez Action contre la faim comme chargée de recrutement et mobilité, donc ça je vous l'ai dit. Et je recrute sur les filières, sur les métiers de coordinateur terrain, sur les métiers sécurité, RH et ce qu'on appelle chez nous RRM, donc vraiment les profils urgentistes. Et on a 3 volets dans notre poste. On recrute, on intègre via des briefings, des points à mois très réguliers, les débriefings, et après on gère toute la mobilité. Donc si une personne est sur un poste, a envie de rester avec ACF, soit sur un autre contexte, soit d'aller sur un autre poste, c'est mon rôle aussi de trouver une autre mission. Je sais que c'était une des inquiétudes. Ok, c'est cool de partir sur le terrain, mais en fait c'est que des CDD, qu'est-ce qui se passe après ? Sachez que dans la plupart des ONG, il y a tout un service de mobilité qui est là pour vous accompagner, pour trouver la prochaine mission, ce qui peut vous intéresser et ce qui peut vous convenir. Voilà. Merci à tous. Donc, au-delà du plaisir de vous raconter nos vies, l'idée, c'est surtout de vous illustrer vraiment de manière très concrète et très réelle la diversité des parcours. On a vu du passage par le volontariat sur le terrain, du bénévolat, du salariat, des passages d'abord au siège, pas de terrain du tout, de l'urgence, du développement, une vocation depuis l'enfance ou des opportunités, des rencontres, des recherches alimentaires aussi. Enfin voilà, il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de meilleure trajectoire. Et donc c'était une première manière de vous l'illustrer concrètement. Ce qui va nous permettre de parler justement de cette notion de l'engagement. L'engagement à questionner aussi avant de se lancer dans la recherche d'une première mission ou d'une reconversion. Un préalable pour orienter à la fois son parcours, et puis aussi ça vous aidera à l'expliquer en entretien. Donc se questionner un petit peu sur qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce secteur de la solidarité internationale ou de la solidarité en France aussi d'ailleurs. Pourquoi vous avez un attrait pour ce secteur, se questionner aussi sur vos valeurs, qu'est-ce que vous recherchez, est-ce qu'il y a des thématiques en particulier qui vous motivent, ou peut-être des zones géographiques. Peut-être est-ce que votre engagement est lié à votre vie spirituelle ou confessionnelle, ou au contraire vous voyez ça comme quelque chose de tout à fait laïque. Tout ça, ça va être important pour bien asseoir votre envie de vous engager, et puis bien cibler ensuite les ONG avec lesquelles vous pourriez travailler. Et dernier aspect, oui, quelle place je suis prête à donner à cet engagement dans ma vie actuelle et future. Est-ce que c'est une pause dans mon parcours ? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire carrière
dans l'humanitaire, ça ne va pas nécessiter le même investissement en termes de formation ou d'étapes. Donc voilà, cette idée de l'engagement qui est assez importante. Donc peut-être, je vais redonner la parole aux intervenants sur cette notion-là. En quoi cette notion d'engagement est importante pour vous ou pour les candidats que vous pouvez avoir à recruter. Peut-être nous en dire quelques mots. Pas forcément dans l'ordre, celui qui a envie de rebondir. Oui, effectivement. Par exemple, pour illustrer un petit peu, moi, dans le cadre d'entretien de recrutement que je peux mener, je vais beaucoup questionner les candidats sur déjà leur connaissance des combats, des plaidoyers et des positionnements que Médecins du Monde affiche, et de savoir si ça correspond à leurs valeurs, s'ils se sentent de représenter l'ONG dans ce cadre-là. C'est quelque chose qui est assez important pour nous, et ça fait partie de la motivation et de la notion d'engagement, et c'est quelque chose qu'on aborde pas mal durant les entretiens, effectivement. Chez Médecins du Monde, la notion d'engagement aussi, elle est très forte parce que y a les postes salariés, les postes expatriés sur la mission internationale, mais on a aussi un grand nombre de bénévoles qui travaillent pour Médecins du Monde, qui sont engagés pour Médecins du Monde, et qui travaillent sur nos programmes en France notamment. Et la notion d'engagement est très forte. Quand on parle de parcours, il y a le parcours un peu classique de je fais une première mission et puis après à l'international par exemple, et puis ensuite je vais prendre un poste au siège d'une ONG, et puis je repars en mission. C'est des parcours assez classiques, mais il y a aussi des parcours d'engagement bénévole, c'est-à-dire qu'on peut avoir un médecin qui va pendant quelques années ou quelques mois donner une demi-journée par Médecins du Monde de son temps à Médecins du Monde pour faire des consultations dans un centre d'accès aux soins et d'orientation, et puis qui a envie de s'engager un petit peu plus dans l'association et qui va prendre plus de responsabilités, qui va devenir cadre associatif, et puis pourquoi pas un jour le président ou la présidente de Médecins du Monde. Il y a cette notion d'engagement aussi au niveau l'engagement bénévole, associatif qui est très forte. Pour compléter nous en tout cas dans le cadre du volontariat, qui n'est ni du bénévolat ni du salariat, c'est un peu entre les deux, on va dire. Donc la notion d'engagement, quand on est bénévole, elle est quasiment inscrite dans l'action de bénévolat. Dans le salariat, ça peut être moins évident. Quand bien même on travaille dans une ONG, c'est pas forcément non plus concomitant d'avoir cette notion d'engagement. Et dans le volontariat, on est vraiment entre les deux. Donc la première question, qu'est-ce qui m'anime, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est très important à poser comme question. Dans le volontariat, on va recruter sur compétences, en tout cas dans le cadre du statut de VSI, donc les questions de savoir-faire, la technique, etc., c'est important, mais on va beaucoup questionner la question de la notion de parcours, de motivation, d'où ça vient, où je vais, et en quoi le volontariat, l'expatriation peut être une étape sur ce chemin-là. Donc nous, on parle beaucoup sur la notion de parcours, et le qu'est-ce qui m'anime est très important à comprendre pour nous. On cherche des personnes qui soient en fait lucides. On ne demande pas d'être forcément bon techniquement sur tout ou sur un truc particulier. On ne demande pas forcément non plus à ce que les personnes sachent exactement ce qu'elles veulent, parce qu'on est dans une culture franco-française où on est très formaté sur il faut absolument donner des réponses à la question qu'on pose et des réponses claires si possible. Ben non, pas forcément pour nous, parce que justement le chemin c'est aussi un questionnement et on le prend comme tel. Donc le volontariat, c'est vraiment dans cet esprit-là, mais du coup, il faut vraiment se poser la question première de qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que je recherche effectivement dans tout ça. Et c'est vraiment la lucidité en fait qui est recherchée, parce que c'est pas rien de partir 1 an, 2 ans, 3 ans au fin fond de la Pampa au Sénégal ou peu importe à Bogota ou ailleurs. C'est pas anodin, ni pour vous ni pour ceux qui vous accueillent. Donc c'est vraiment quelque chose où nous on va insister dans le recrutement, dans le positionnement des volontaires, enfin des candidats,
cette question de qu'est-ce que je recherche. Et puis il y a la question quelle place aussi suis-je prêt à donner à l'engagement. Ça c'est hyper important aussi dans le cadre de l'expatriation, puisqu'on part souvent d'une envie personnelle. C'est chacun d'entre nous, on a envie de partir, voire de l'intime, j'ai envie de dire, parce qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi on veut partir. Et ça c'est hyper important aussi, on n'aura pas toujours la réponse. Si je reprends mon parcours, moi je ne sais pas très bien encore une fois pourquoi je suis parti. Qu'est-ce qui m'a poussé à partir? Je pense que c'était plus aussi quelque part une fuite de quelque chose. Fuir quelque chose, c'est pas grave si on met le doigt sur la chose en question. Partir, c'est aussi être un peu égoïste finalement, parce qu'on dit souvent qu'on va partir aider, etc. Faut être clair, on part déjà pour nous-mêmes. Et c'est pas grave non plus. Moi, je parlais un peu d'égoïsme assumé, comme ça au moins on est tranquille. Mais c'est vraiment de se dire, voilà, quelles sont les raisons qui me poussent à partir, etc. Donc c'est vraiment ce genre de questions qu'il faut se poser et qui, en tout cas, nous, dans le volontariat, vont être très importantes dans les entretiens qu'on va avoir. Si on a quelqu'un qui est complètement déboussolé, perdu, etc., on va dire, c'est pas grave, c'est pas pour toi, mais c'est pas grave, on va accompagner quand même. Mais par contre, si on voit que quelqu'un est clair dans son parcours ou que ça peut amener quelque chose dans son parcours, là, on va accompagner. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut compléter. Merci. Donc cette idée de l'engagement, on l'a vu, c'est quelque chose d'important qui recoupe aussi les motivations. Autre aspect qui va quand même intéresser les recruteurs, c'est les compétences. Donc là, on va parler un petit peu de cette notion de compétences. Donc peut-être faire un tour de table dans vos structures respectives ou avec vos expériences. Quelles sont, première question, c'est quels sont les profils, les compétences qui sont recherchées aujourd'hui? Peut-être aussi notamment pour les premières missions ou pour les volontariats, quelles sont les compétences quand même qui sont recherchées. Et puis deuxième question, comment les acquérir ces compétences à l'international ou en France, sous quel statut, par une formation d'abord ou par l'expérience. Donc ça va être deux questions qui nous intéressent pour trouver notre chemin dans ce secteur. Donc quelles compétences et comment les acquérir? Qui se lance? Je pense que notre expérience à toutes les deux, quand je t'ai recrutée et que je t'ai dit revient un peu plus tard, va acquérir de l'expérience ailleurs, peut-être dans une plus petite structure où tu auras des plus petits volumes à gérer, mais avec des responsabilités un petit peu plus larges. C'est un bon exemple. En tout cas, je pars dans le cadre des besoins et des compétences et expériences qu'on demande chez Médecins du Monde. Peut-être avoir ta perception à toi à ce moment-là. Comment tu as réagi? Est-ce que tu as mis en place pour le faire? C'est vrai que à l'issue de l'entretien, ce qui était ressorti, c'était qu'au niveau justement de l'engagement, des valeurs, des motivations, il n'y avait aucun doute. J'avais été assez obsessionnelle et insisté pour avoir des entretiens, mais que voilà, il faut de l'expérience, un peu plus d'expérience, un peu de terrain. Et donc, bien sûr, il y a une petite déception, mais c'est pas une porte qui se ferme. Et donc après, c'est vrai qu'après j'ai recherché du coup des structures plus accessibles aux premières missions et France Volontaire s'est avéré être vraiment une super expérience. Alors après, voilà, c'est du volontariat. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on ne choisissait pas exactement notre mission. On était recrutés en vivier et puis ensuite on nous proposait une mission. Donc voilà, moi je rêvais de partir en pays anglophone pour développer cette compétence. Je me suis retrouvée au Mali, mais sur de la gestion de projet. Et donc voilà, je voyais bien que ça comblait quand même, ça cochait quelques cases pour me rapprocher de Médecins du Monde. Je ne sais pas si tu veux rebondir du coup. Oui, absolument. Donc, France Volontaire, c'est la plateforme du volontariat international. On est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, on est une structure de l'État. On propose pas vous l'avez tous compris, on propose pas des jobs, on propose des missions.
Et en fait, ces missions-là, en fonction de votre expérience, en fonction de votre âge, de votre parcours, et quel que soit ceci, on peut vous proposer une mission de volontariat. Dès 15 ans, vous pouvez partir, évidemment sans expérience, sur des chantiers internationaux pour quelques semaines. Un petit peu plus tard, à partir de 18 ans, vous pouvez faire un service civique à l'international c'est 6 mois à 1 an, et pour lesquels on n'a pas besoin nécessairement de compétences. À 18 ans, on n'a pas forcément des compétences. On attend simplement un vrai désir d'engagement et une motivation à participer en équipe, sur le terrain à l'international, à des projets à impact, en fait. Et c'est cette motivation-là, dans une thématique, et ça rejoint ta question. Aujourd'hui, on peut candidater sur une mission en fonction du champ d'action. Ça peut être l'environnement, ça peut être la santé. Je pense à une jeune service civique qui a eu un petit accro dans son parcours, qui s'est retrouvée sans inscription en master et qui s'est dit qu'est-ce que je vais faire pour pas perdre cette année-là, et puis qui s'est retrouvée à 21 ans, n'ayant jamais voyagé à l'international sans sa famille, sur l'île de Mouisenay en Équateur pour 7 mois en tant qu'ambassadrice de l'égalité femmes-hommes. Et on s'aperçoit que voilà, ce petit caillou dans la chaussure, ça a complètement infléchi son propre parcours. Donc en fait, on n'a pas nécessairement besoin de compétences au début pour tous les dispositifs. Ensuite, évidemment, si on parle de volontariat de solidarité internationale, là, effectivement, ça s'inscrit dans des projets pour lesquels on demande une certaine expertise et un engagement de plus long terme, qui est de minimum 1 an, souvent autour de 2 ans par mission, maximum 3 sur une mission. Et on peut faire jusqu'à 6 années de VSI dans sa vie, et encore au-delà, dans le cadre du volontariat d'échange et de compétences. Alors c'est plein de dispositifs, plein de jargon, mais pendant votre vie professionnelle, vous pouvez dégager du temps pour vous engager dans des congés de solidarité pour ceux qui sont en activité, et puis encore plus tard, alors c'est moins notre cible, mais dans le volontariat senior, tout ça pour vous dire que quel que soit le temps dont vous disposez, quelle que soit votre expérience, quel que soit le champ d'action dans lequel vous avez envie de vous engager, au cœur de la mission, il y a vraiment cette notion de transmission, de partage et d'engagement à l'international sur des projets concrets qui sont co-construits avec des équipes locales. Et c'est répondre à ces attentes-là. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. C'est effectivement, on s'aide soi-même, on apprend aussi beaucoup sur soi dans ces missions-là. Donc les compétences, parfois on en a besoin pour certains dispositifs, mais elles s'acquièrent aussi beaucoup à l'issue de ces missions. Adélaïde, peut-être sur les profils de compétences ou ce qui t'a interpellée. Si ça vous va, je vais partir des métiers chez ACF qu'on retrouve dans plein d'autres ONG pour parler des compétences attendues et comment on peut acquérir ces compétences. Ça vous va ? L'idée chez ACF, c'est qu'il y a 3 formes de métiers. Le métier technique, le métier support et le métier opérationnel. Au niveau technique, ça va être tous nos domaines d'expertise pour lesquels ACF est reconnu, donc la santé, la nutrition, la santé mentale, soins et protection, la sécurité alimentaire et moyens d'existence, plein d'acronymes que vous ne connaissez pas encore, enfin je pense que vous connaissez, mais je ne vais pas vous dire SAM, FSL, etc., sinon je vais vous perdre. Sur ces métiers techniques-là, on attend des études très précises. Sur la santé et la nutrition, on cherche quelqu'un qui est médecin, qui est infirmier. Sur la santé mentale, on va chercher quelqu'un qui a un master en psychologie clinique. Sur l'eau, l'hygiène, l'assainissement et ainsi que sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, on cherche des ingénieurs. Voilà, donc là, ça vous donne déjà une idée. C'est très spécifique et il ne faut pas se mentir là-dessus. Si vous n'avez pas ce type d'études ou pas encore, ça risque d'être compliqué. Sur la partie support, donc quand on parle de métier support, on parle de la logistique, de la finance, des RH et pour le siège des métiers de l'IT,
pour lesquels vous avez une conférence ce matin. Là, c'est pas un master en particulier. Évidemment, si vous avez un master RH, si vous avez un master log, c'est vraiment super, une licence, un BTS, un DUT, je ne sais quoi. C'est plus les expériences que vous avez acquis, où il faut avoir un petit peu des mots-clés. Vous avez été acheteur, acheteuse, vous avez été responsable logistique, chargé de recrutement ou autre. Donc c'est déjà un petit peu plus détendu. Et les métiers ensuite dans l'opérationnel, donc là ça va vraiment être ce qu'on appelle les gestionnaires de projets, qui sont, en fait tout le monde gère des projets en humanitaire, mais là on est vraiment sur de la coordination de programmes et de projets avec énormément de management. Et là on va avoir les coordinateurs terrain, les adjoints directeurs pays et les directeurs pays. Chacun a son jargon, ça c'est celui d'ACF. Ces métiers-là, c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est vraiment en deuxième partie de carrière. On a travaillé en support ou on a travaillé en technique et on accède au poste au niveau opération. Vous avez ce schéma-là, que ce soit sur le siège ou sur le terrain. Nous, les compétences qu'on recherche, on en a 3. On a les compétences techniques, donc vraiment par rapport au poste, dont je vous ai déjà un peu parlé. On a les compétences managériales. Chaque poste a du management. Donc on attend de vous que vous ayez de la bienveillance, que vous soyez capable de monter en compétence les salariés avec lesquels vous travaillez, que vous soyez capable de faire un plan d'action, un plan de formation, etc. Et on a les compétences transverses, donc ce qu'on appelle généralement les soft skills, qui ne sont, que je cite en dernier, mais qui sont presque, enfin qui devraient presque être cités en premier finalement, que vous connaissez tous. Les formes d'engagement chez ACF, je sais qu'il va y avoir la question, donc je vous réponds tout de suite. Nous, on ne fait pas de volontariat ou de bénévolat sur le terrain. Par contre, on fait du bénévolat sur la mission France, puisqu'on a aussi une mission en France. Donc c'est une des formes d'engagement. On a également des services civiques, des stagiaires, des alternants, des CDD, des CDI. Enfin voilà, il y a beaucoup de formes d'engagement dont on parlera peut-être un peu plus tard. Et au niveau peut-être des compétences relationnelles, des qualités, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous privilégiez, ce que vous valorisez, peut-être la question des langues aussi qui revient souvent dans le public. Est-ce que vraiment combien de langues il faut, quel niveau il faut pour candidater? Et puis peut-être en termes de formation au métier de l'humanitaire, est-ce qu'il y a des structures que vous privilégiez en tant que recruteur? Okay. Donc sur les formations très reconnues, type Bioforce, 3A, Iris, etc., peuvent être un atout. Après, on n'est pas du tout fermé aux autres formations. Vous le voyez ici, on a plein de gens qui viennent du privé, ou moi j'ai fait une école de commerce. En fait, à partir d'un certain moment, c'est plus la formation qui compte, c'est les expériences que vous avez eues et votre savoir-être, clairement. Ton autre question, c'était sur les compétences transverses, c'est ça? Enfin, plus les soft skills? Ouais, voilà. En fait, on en a expliqué tout à l'heure, l'entretien RH et tous les entretiens, ça s'organise souvent en 3 parties. On va d'abord vérifier votre motivation, d'où la notion d'engagement qui est très importante. Ensuite, on vérifie un peu la technicité. On vous demande vos précédentes expériences en gestion de crise, en rédaction de propal, en représentation externe, typiquement. Et la dernière partie, qui n'est pas des moindres et qui est très importante, c'est uniquement sur les soft skills. Votre sens de l'organisation, votre capacité à manager des équipes, votre capacité à prioriser, à savoir gérer les risques, à savoir gérer votre stress et gérer le stress des autres, puisque en tant que manager, on attend ça aussi de votre part. Voilà, c'est tout autant. Après, forcément, ça dépend des postes, mais généralement, c'est les grosses soft skills qu'on va vérifier. Et les langues. Alors, forcément, on a des missions francophones où on ne vous demandera pas spécifiquement l'anglais, des missions anglophones où on ne vous demandera pas spécifiquement le français. Pour vous, pour votre stabilité, votre flexibilité, je vous conseille vraiment de travailler les 2 langues, et français et anglais. Toute autre langue est un plus. Chez ACF, nous, le portugais, on cherche des portugais, s'il vous plaît. Si vous parlez portugais, on vous invite au Mozambique. Si vous parlez ukrainien, russe, évidemment, c'est très intéressant pour l'Ukraine. Si vous parlez arabe, c'est très intéressant pour le Moyen-Orient. Voilà, c'est tout. Espagnol, il paraît qu'espagnol, portugais. Oui, parce que ACF n'est pas en Amérique latine, mais l'espagnol, très important. Oui. Nous, on est en Amérique latine et l'espagnol aussi. Ouais.
Voilà, donc travailler vos langues, c'est hyper important. Et je pense ça se rejoint pas mal. Donc j'ai pas grand-chose à rajouter parce que dans le cadre de Médecins du Monde, je pense que Adélaïde a donné toutes les réponses. Alors on va terminer pour comme promis vous laisser un temps d'échange suffisant avec pour finir un peu conclure sur la notion de parcours avec deux questions. Est-ce que faire carrière dans la solidarité, est-ce possible? Donc là j'ai l'impression que rien qu'on illustre un peu cette possibilité et comment se construit un parcours solidaire. Est-ce qu'il y a un chemin plus favorable que l'autre? Est-ce qu'on peut commencer par le siège, être d'abord dans des assos en France? Est-ce que le bénévolat est vraiment valorisé? Est-ce que les passerelles sont possibles, notamment à Médecins du Monde qui a des projets France et international? Est-ce qu'il y a une stratégie meilleure qu'une autre? Bon, la réponse est un peu déjà dans la question, mais peut-être conclure sur cette notion de parcours, si vous voulez bien. J'y vais. J'ai pris le micro. La notion de parcours, effectivement, non, il n'y a pas un ordre préétabli. Hein. Faut à tout prix être bénévole pour ensuite avoir accès à une mission internationale ou un poste salarié au siège chez Médecins du Monde. C'est pas du tout un prérequis ou quoi que ce soit. Il n'y a pas non plus de besoin de faire 2 ans en statut volontaire de la solidarité internationale avant de pouvoir prétendre à un poste expatrié salarié non plus. Après, c'est vrai que Médecins du Monde, on développe des programmes à l'international dans une 30aine de pays et on développe aussi des programmes sur l'ensemble de la France, pratiquement, il me semble, dans toutes les régions. Nous avons 15 délégations régionales, donc ça couvre une grosse partie de la France. Donc moi j'ai plein d'exemples de parcours. Une personne qui a commencé par exemple par un poste expatrié, puis qui est revenue en France et qui a enchaîné avec un petit CDD au siège de Médecins du Monde, et puis qui a eu envie de repartir, qui est reparti à l'international, et puis qui a fait le choix, enfin qui a eu envie d'avoir une vie familiale, qui est rentré de l'international, et puis qui n'avait pas envie de travailler en région parisienne, et qui donc a pu avoir un poste à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux. Voilà, ça peut être un exemple de parcours. Il y a aussi le parcours quand même qu'on n'a pas abordé, mais qu'on essaie de développer, de privilégier chez Médecins du Monde. Là, moi, je vous parle de personnes... je vous parle de CDD, de VSI, de bénévoles, de salariés, tout ça. Chez Médecins du Monde aussi, en dehors de tous ces statuts-là, nous travaillons avec à peu près 1500 salariés de droit national. Donc ce sont des personnes qui sont recrutées, contractualisées et payées directement sur chacune des missions à l'international. Et on essaie de faire des parcours aussi, bien sûr, avec ces personnes. Je sais pas, un Libanais, un médecin libanais qui va travailler avec nous au Liban pendant quelques mois, quelques années, et puis qui, à un moment ou un autre, va aller travailler pour nous en Irak, en RCA, en RDC, je sais pas. Et puis, pourquoi pas, qui aussi, après, va venir travailler dans notre siège en région parisienne. C'est aussi des parcours qu'on essaye de mettre en place et de privilégier. Voilà. Merci. Pour compléter, parce que Charlotte a donné un peu tout à l'heure le parcours de dispositif, finalement, à tout âge, etc. Donc ça vous a donné un petit peu les idées aussi en termes de volontariat, selon les âges, les envies, les désirs d'engagement, ce qui pouvait exister. Donc encore une fois, ça c'est clair que le parcours partant de chacun, il n'y a pas de parcours parfait ou de parcours unique, mais c'est vraiment, nous on a à peu près, au niveau du SCD, on gère entre 200 et 250 volontaires par an dans une 40aine de pays.
et on ouvre environ une centaine de missions de recrutement par an. Donc environ 80% à l'international et 20% en France. Je ne l'ai pas dit, mais on fait aussi de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on des volontaires étrangers en France. Sur les 80 départs à l'international qu'on recrute chaque année, je dirais qu'un gros 3/4 des effectifs, des volontaires qui partent, c'est pour des motivations qui aujourd'hui sont d'abord professionnelles, voyant le volontariat comme un tremplin pour l'accès au premier job dans les relations internationales, l'humanitaire, le développement, parce que c'est pas évident de trouver son premier job en sortie d'études ou même après une première expérience en expat, en tout cas dans les ONG. Vous ne me contredirez pas, je pense que ce n'est pas toujours évident. Donc le volontariat est vu et de plus en plus dans le cadre de la professionnalisation, aussi parce qu'on a de plus en plus de formations dédiées à ces choses-là depuis 10 ans en France, depuis 15 ans. Donc il y a vraiment ce tremplin professionnel comme première motivation chez beaucoup de volontaires. Les autres motivations, pour l'autre quart, on va dire, de volontaires, c'est plutôt des motivations liées à des principes d'engagement, à l'interculturel, la volonté de partir à l'international, mais sans que ça soit forcément dans le cadre d'un parcours professionnel. Donc ça ne veut pas dire que ceux qui partent pour des motivations professionnelles n'ont pas ce sens de l'engagement ou cette envie de l'interculturel. Je ne dis pas ça. Je dis juste que le premier motif de postuler à un volontariat n'est pas forcément d'abord l'engagement. Et en soi, c'est pas grave non plus. Nous, comme on dit, le volontariat, on est vraiment entre engagement et compétence. Les deux. Ni l'un plus que l'autre, mais les deux. Donc c'est vraiment ça dans le cadre du parcours qu'il faut réfléchir aussi quelque part. C'est, voilà, on a tous nos mots-clés, international, interculturel, ONG. Et par quelle entrée commencer dans ce parcours-là, si c'est par l'engagement, si c'est par vraiment une stratégie de carrière, tout ça, c'est vraiment à bien réfléchir pour voir à quelle porte il faut frapper. Et on a aussi cette vision un peu du volontariat comme étant du salariat au rabais, un peu par défaut, parce que les personnes ne trouvent pas dans les ONG un job salarié. Ce qui est une réalité aussi. Nous, on le prend comme un fait, et c'est pas grave non plus pour nous. Mais on a beaucoup de candidats, je pense, qui passent aussi par le volontariat, alors que, et on est tous pareils, ils auraient préféré peut-être avoir un job salarié d'abord. Encore une fois, c'est normal. Mais ce qui ne veut pas dire que le volontariat n'est pas une expérience professionnalisante et qui donne des compétences. Au contraire. C'est des postes qui sont des postes parfois à responsabilité, en tout cas des postes où on demande des compétences, et des acquisitions de compétences, comme je disais tout à l'heure, tout au long du parcours. Donc c'est vraiment quelque chose de très professionnalisant. Souvent aussi, on confond un peu volontariat et bénévolat chez les recruteurs, même chez les ONG. Je ne dis pas vous, mais en tout cas, il y a beaucoup d'ONG qui pensent encore volontariat égale stage plus, quoi. Pas du tout. Et dans le grand public, je ne vous en parle pas. Donc ça, il faut lutter aussi contre ces clichés un peu. Moi-même, quand je suis revenu de Colombie en 2011, pourtant j'avais fait 3 ans quand même, j'ai une amie qui m'avait dit alors maintenant tu vas travailler ? Je dis en fait, ça fait 3 ans que je bosse, c'est juste que c'est pas un statut salarié. C'est un statut le volontariat en fait. C'est un statut, voilà. C'est ce que j'explique aux candidats, c'est un statut, c'est une sorte de contrat. C'est un contrat. C'est un contrat, effectivement. Voilà. C'est juste pas le même statut. Donc on travaille. C'est pas un CDI, c'est pas un CDD, c'est un VSI. Et c'est pour ça que je disais que c'était pas du bénévolat, dans le sens où on travaille dans le volontariat, on acquiert des compétences et on les valorise sur le CV. Et ça, nous on travaille beaucoup dessus avec France Volontaire notamment, la valorisation des parcours. C'est quelque chose aussi qu'on doit beaucoup travailler pour et on accompagne les volontaires quand ils reviennent de mission après 1 an, 2 ans ou 3 ans, ce qu'on appelle l'accompagnement au retour, et où on fait des journées d'accompagnement au retour à l'emploi pour traduire en fait les compétences acquises en expérience et en ligne sur un CV. Qui ensuite peuvent être exploitables dans un entretien, etc. Donc c'est pas parce que c'est pas du salariat qu'on n'a pas acquis de compétences et de l'expérience. Bien au contraire, le statut de volontariat permet une certaine flexibilité dans l'autonomie de l'émission, etc. et des prises d'initiative. Donc au contraire, on acquiert beaucoup plus de compétences que ce qu'on pense. Et mon ami est resté mon ami. Je le dis. Les ONG ne coupent pas non plus de ses amis. Merci. J'aimerais donc ajouter quelques petites précisions. Effectivement, on vous accompagne au retour parce que c'est extrêmement important de pouvoir valoriser cette expérience dans votre parcours professionnel.
France Volontaire a pour mission aussi, je le précise, d'accompagner au départ, voilà, pour partir dans des bonnes conditions et des conditions de sécurité, de compréhension de la zone géographique dans laquelle vous êtes déployés, etc. Et évidemment pendant la mission. Ça, c'était une petite parenthèse pour poser le cadre d'une mission responsable, éthique, comme je le disais tout à l'heure, et sécurisée. Et c'est important, et ça me permet de souligner un point. On parle beaucoup de parcours, on parle beaucoup de façon, de chemin pour réussir à intégrer une ONG, enfin en tout cas mettre un pied dans la solidarité internationale. Alors on l'a vu, le volontariat peut être un moyen. Il l'est jamais par dépit, il l'est parfois par opportunité. Par contre, il faut qu'il soit fait dans des bonnes conditions, et j'attire votre attention sur les dérives du volontariat qui serait mal construit, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le volontourisme, et qui pourrait vous mettre en danger d'une part, vous coûter beaucoup d'argent d'autre part, mais surtout mettre en danger les populations locales. Et c'est pourquoi je vous invite toutes et tous, quelle que soit la forme d'engagement que vous voudrez prendre, à être extrêmement vigilant avec, sur les structures d'accueil avec lesquelles vous partez, sur les projets sur lesquels vous avez envie de vous engager, les champs d'action également, pour éviter de tomber dans ces dérives-là qui sont nuisibles pour vous, mais vraiment qui le sont aussi sur le terrain. Et en tant que plateforme du volontariat, France Volontaire prône un volontariat éthique et responsable. Et j'insiste vraiment sur ce contour, parce qu'il faut le faire en toute sécurité. Et on ne peut pas le faire à n'importe quel prix pour pouvoir ajouter une ligne dans son CV et une expérience professionnalisante qui ne serait pas de qualité peut vous desservir aussi, j'ai envie de dire. Elle peut être hyper déceptive pour vous sur votre perception sur le terrain, en vous disant « Ah mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ça ». On a connu des volontaires dans ce cas-là. Et donc, vraiment faites attention sur ce que vous avez envie de faire et la qualité de la mission dans laquelle vous avez envie de vous engager. Non, mais merci, je voulais changer de micro. Merci beaucoup. Effectivement, c'est heureusement que tu as pensé à souligner cet aspect-là aussi. Donc quelques petites synthèses sur les choses à retenir, et vous m'avez déjà tendu des perches pour la synthèse par rapport au retour, par exemple, à la fois la nécessité d'être accompagné au retour, mais aussi d'essayer d'y penser dès le départ. Pour pas vous mettre par exemple dans la précarité aussi, au niveau financier, au niveau administratif. Par exemple, c'est pas la peine de démissionner pour partir en mission sans savoir que, par exemple, si vous démissionnez pour une mission de VSI justement, et que vous le mentionnez dans votre lettre de démission, c'est un motif légitime qui vous permettra de recouvrer vos droits au chômage au retour, par exemple. Voilà, donc même si l'envie est pressante de partir sur le terrain, d'essayer d'anticiper un petit peu et de préparer votre retour, c'est important aussi. Donc on l'a dit, bien identifier vos motivations, et quelles qu'elles soient. Hein. Je crois qu'Olivier a insisté là-dessus, qu'il n'y a pas de bonne réponse, il peut y avoir vraiment des motivations diverses et variées, mais en tout cas être au clair avec ça. Développer des compétences, soit spécifiques, avoir un métier technique, opérationnel, en tout cas avoir quelque chose à proposer, une compétence à proposer aux ONG, renforcer les langues autant que possible, construire un parcours par étapes, hein, donc être aussi peut-être faire preuve d'humilité par rapport à des objectifs qu'on peut avoir et qui seront peut-être pas atteignables tout de suite, qui peuvent changer aussi en cours de route. Hein. On a évoqué aussi par exemple la vie familiale qui peut faire changer de trajectoire de manière imprévue. Des qualités, des savoir-être qui sont vraiment importants dans notre secteur.
Par exemple, à Bioforce, donc vous avez des formations avec des savoir-faire, des savoirs qui vous sont délivrés, mais votre diplôme est validé qu'à l'issue d'une mission de terrain où vous allez valider vos savoir-être avec donc, votre rapport, le rapport de mission de vos supérieurs qui vont valider aussi votre humilité, votre fiabilité, des compétences aussi relationnelles et sociales. Bien vous renseigner, ça je crois qu'aussi voilà, Charlotte l'a bien mentionné en conclusion, vous renseigner aussi donc, sur les acteurs, sur leurs valeurs, sur leur politique RH, les politiques salariales aussi, ça peut être important. Donc pour ça, vous avez notamment le site solidaire-info.org, qui est vraiment un portail très riche d'informations sur le secteur. Vous avez aussi du coup les sites internet des différentes organisations présentes aujourd'hui. Coordination Sud aussi, qui est assez réputée pour la qualité des informations et les recherches d'emploi. Donc, on vous laisse maintenant la parole. Le micro va circuler, merci d'avance, sur les éventuelles questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas, même des fois des questions un peu personnelles ou spécifiques, ça peut nous permettre de développer certains points. Donc, ne soyez pas timide. Merci. Bonjour, mon nom est Emmanuel, merci. J'ai une question concernant le paysage des ONG en France. Existe-t-il des groupements d'employeurs spécialisés dans les métiers de l'humanitaire afin éventuellement de permettre d'avoir des parcours avec des formes atypiques d'emploi en temps partagé sur plusieurs ONG et qui permettent bien évidemment aussi d'éventuels prêts de personnel entre ONG en fonction des contraintes de staffing en transition de mission. Pas à ma connaissance, mais c'est une super idée. La seule forme un peu similaire à laquelle je pense, c'est sur le terrain. On a parfois des staffs qui sont partagés entre différentes ONG. Typiquement, je crois que nous, c'est sur le Nigeria, Cameroun ou d'autres pays, où on a un expert safeguarding, donc vraiment psychologue pour les staffs nationaux, qui est partagé entre plusieurs ONG et plusieurs pays, la pauvre, parce qu'elle savait qu'avec nos staffs, elle n'aurait pas assez de travail. Et donc, on s'est mis en consortium avec d'autres ONG pour la partager. Au niveau du siège, à ma connaissance, ça n'existe pas. Hortense, je sais pas. Ouais. Mais à réfléchir. Bonjour, j'ai une question concernant la reconversion professionnelle. Donc vous, en tant que recruteur, est-ce que vous privilégieriez un candidat qui a préféré reprendre ses études et se former notamment dans une école comme Bioforce ou 3A, ou quelqu'un qui a fait du volontariat? Enfin, c'est mon cas, je me demande qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que c'est préférable pour moi de reprendre mes études? J'ai déjà un Master 2 et ça fait plus de 10 ans que je travaille. Ou bien faire une mission en tant que volontaire? Pour un poste plutôt vous en siège ou à l'international? À l'international. C'est peut-être plutôt pour vous? Ouais. Parce que moi je vous dirais faites un volontariat quoi. Oui, j'imagine bien. Il n'y a pas de réponse toute faite en fait. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme expérience professionnelle. Ça, non, franchement, c'est trop vague et là, ce serait plus un conseil personnalisé. Je suis pas sûre que ce soit tout de suite le lieu, mais tout dépend des différentes expériences que vous avez pu développer.
Voilà, dans quel domaine, est-ce qu'il vous manque des compétences précises ou pas, et est-ce que ces compétences, elles s'acquièrent par un volontariat ou par une formation type Bioforce? Là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. J'aimerais bien juste compléter. Effectivement, il n'y a pas un parcours idéal. Les deux pourraient convenir. Pour autant, on revient à un des points importants du début de la conférence, c'est un désir d'engagement. Encore une fois, on peut faire un volontariat, alors un VSI plutôt pour vous, pour des raisons entre guillemets professionnelles, dans une démarche professionnalisante. Il y a quand même une motivation à avoir, parce que c'est pas facile de partir 1 an, 2 ans loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement un outil pour sa carrière, c'est aussi un outil pour soi, pour développer sa connaissance d'une population, sa connaissance d'une nouvelle culture, et tout dépend où se situe le besoin d'enrichissement aujourd'hui pour vous, en fait. Donc il n'y a pas un meilleur choix que l'autre, et je pense qu'ils sont valorisés différemment par les recruteurs, mais ils sont quand même valorisés. Je crois que la réponse, il n'y a que vous qui l'avez vraiment. Vous savez les diplômes que vous avez, vous savez les compétences qui vous manquent. En effet, est-ce qu'elles s'acquièrent sur le terrain, et auquel cas, un volontariat, en plus d'acquérir ces nouvelles compétences, vous permet d'avoir cette expérience professionnalisante au contact d'une population autre. Donc ça, c'est chouette. Après, si vous voulez changer complètement de voie, très bien, ça c'est effectivement un sujet très perso. Mais au cœur de ce questionnement, pour moi, il y a vraiment ce désir d'engagement. On ne s'engage pas que pour sa carrière, on s'engage aussi pour soi et pour... c'est presque viscéral, il y a quelque chose d'une parenthèse qui se crée. Donc ça se situe à ce niveau-là pour moi. Et puis je rajoute, peut-être effectivement, si vous prenez l'option de compléter par une formation, à l'issue de cette formation, la première expérience que vous trouverez en mission internationale, peut-être ça sera avec un statut volontaire de la solidarité internationale finalement. Ça peut être les deux, donc ouais. Vous nous posez une colle. J'ai souvent des personnes en entretien. Alors déjà, effectivement, quand c'est en entretien individuel, on peut aller plus en profondeur sur vos motivations. Il y a aussi quelque chose par rapport à la personnalité, des personnes qui vont avoir du mal à ne pas être formées. Des fois j'ai des personnes qui me disent mais moi j'ai pas fait de gestion de projet, j'ai pas appris ça durant mes études, je me sens pas de partir sur un poste même en tant que volontaire de chargé de projet, je sais pas faire, donc je préfère refaire 3 mois à Bioforce et puis partir ensuite. D'autres au contraire qui ont un master, qui ont pas vraiment envie de retourner faire des études et qui se disent j'ai envie d'aller sur le terrain, je veux confirmer aussi ce projet et puis je verrai bien si j'ai besoin à l'issue d'1 an ou 2 de terrain de suivre une formation. Donc il y a aussi ce côté un petit peu se sentir légitime, parfois ça passe d'abord par du terrain ou au contraire d'abord par une formation, ça c'est un peu propre à chacun. Et juste pour compléter, parce que votre question permet de mettre un point sur quelque chose d'assez minoritaire, en tout cas nous dans le volontariat, mais qui est quand même important, parce que j'ai cité tout à l'heure des motivations qui étaient plus liées aux carrières, à l'interculturel, à l'international, mais j'ai oublié de dire qu'il y avait effectivement aussi des motivations parfois de reconversion ou de parenthèse dans une carrière. C'est-à-dire de ne pas forcément être dans une logique de reconversion professionnelle, mais de dire ça fait 10 ans, 15 ans que je bosse en France, j'ai envie de faire 2-3 ans à l'étranger, de revenir dans mon métier. Ou de reconversion professionnelle, effectivement. Ce n'est pas des profils majoritaires qu'on a dans le volontariat, mais il y en a 2-3 par an, je dirais. Je ne sais pas exactement la proportion, je n'ai pas de stats, mais en tout cas, c'est d'autant plus important à ce niveau-là de carrière de se poser les bonnes questions encore plus que quand on est en parcours initial, je pense, et de se demander quelle est ma capacité d'investissement, j'ai envie de dire, en temps. Est-ce que votre reconversion, vous la voyez sous 1 an, 2 ans, 3 ans ? Parce qu'en fonction, les durées de formation, ce n'est pas les durées de volontariat. Quelle est ma capacité d'investissement en ressources financières ? Parce que quand on est à 10 ans de carrière, on a un certain statut social aussi qu'on ne veut peut-être pas quitter. Qu'est-ce que je suis prêt aussi à lâcher ?
Est-ce que je suis prêt à investir dans une formation qui peut coûter de l'argent si elle est privée? Est-ce que je suis prêt à investir dans un volontariat, mais on est indemnisé, donc pas faiblement rémunéré par rapport à ce qu'on peut toucher en France? Donc quand je parle de capacité d'investissement, c'est dans ce sens-là, qu'est-ce que je suis prêt à investir pour me reconvertir? Et du coup, en termes de temps ou de ressources financières ou d'éloignement des proches aussi, parce que partir à 25 ans, ça peut être assez évident pour des proches quand on est dans des filières internationales, qu'on part tous les ans, etc. Partir à 35 ou 40, ça peut paraître peut-être quand même un peu plus spécifique pour nos entourages. Donc c'est tout ça qu'il faut un peu plus réfléchir encore quand on est on va dire, en milieu de parcours professionnel. Je ne sais pas où vous en êtes exactement, mais encore plus que quand on est dans le parcours initial peut-être. Merci. Il nous reste 15-20 minutes s'il y a des questions. Bonjour, Fortunato. J'aimerais que vous reveniez sur le fait de démissionner d'un poste dans le privé, de faire un volontariat et de revenir. J'ai pas très bien compris tout à l'heure quand vous en avez parlé. Oui. Donc, comme le disait Océane, effectivement, et comme on le disait tout à l'heure aussi, le VSI, c'est un statut qui est encadré par la loi sur le VSI qui date de 2005. Et dans cette loi, il y a tout un tas de normes qui encadrent le contrat de volontariat de solidarité internationale. Et parmi les droits sociaux afférents à ce contrat de volontariat, à ce statut de VSI, il y a effectivement la possibilité de... C'est un des seuls motifs, d'ailleurs, en France, de motifs légitimes de démission. Donc ça veut dire quoi? Quand on démissionne d'un poste secteur privé en France, d'une boîte, une entreprise ou peu importe, on démissionne, je m'adresse au RH plus pur, mais on démissionne sèchement, on n'a pas le droit au chômage. Alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais voilà, on n'a pas le droit au chômage, pas tout de suite en tout cas. Voilà. Alors qu'un motif légitime de démission vous permet de mettre entre parenthèses vos droits au chômage. Quand vous êtes en volontariat à l'étranger, vous ne touchez pas de chômage, vous avez une indemnité, mais vous ne touchez pas le chômage. En revanche, tout ce que vous avez cotisé avant votre départ en volontariat, vous pouvez réactiver vos droits au moment où vous rentrez en France. Là où vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas de motif légitime de démission. Donc ça veut dire ça. Donc c'est quand même assez important, puisque comme tu le disais Océane dans la dernière slide, il faut penser au retour des fois avant même de partir. Parce que autant, moi ce que je dis souvent aux volontaires, c'est plus dur de revenir que de partir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir, par contre on sait dans quel environnement on revient, et ça peut faire plus mal. Donc il faut bien savoir quelles sont effectivement les choses qui restent, etc. Et cette question-là, elle est hyper importante effectivement pour les personnes qui sont en emploi. Il faut bien le signaler dans la lettre de démission et au Pôle emploi. Il faut leur expliquer d'abord, parce qu'il n'y a pas de case en fait, il n'y a pas de case volontariat. Donc il faut la faire. Donc, moi je l'avais écrite, comme ça passe, tu scannes et ça passe. Tu veux compléter ou ça va? Non, c'est bon. Merci. Bonjour, désolée, ça va être encore une question un peu personnelle, mais vous avez surtout parlé des postes au siège ou les CDD court terme sur le terrain. Et moi, j'aimerais bien partir en expatriation, mais sur le long terme, pour des raisons personnelles, en Inde. Et je voulais avoir peut-être des conseils pour des postes dans la solidarité internationale sur le terrain, sur le long terme. Je suis diplômée de l'école 3A et j'ai déjà fait un VSI. Quelles sont les prochaines étapes, entre guillemets? Alors, je vais peut-être pas parler pour l'Inde, du coup, spécifiquement, ça concerne aussi les autres pays. C'est vrai qu'en expatriation, alors les ONG, certaines ONG dont ACF, on a tenté les CDI. Ça n'a pas marché, pas du tout. Donc, on fait des CDD pour plusieurs raisons. Déjà parce que les CDI à l'étranger, ça n'existe pas, ils ne comprennent pas le principe. Et parce qu'une mission humanitaire, c'est un engagement très dur.
très complexe, qui prend beaucoup d'énergie, et donc on préfère faire des contrats plutôt courts. Donc ça, quand je dis court, ça peut être entre 6 mois et 24 mois. Hein. Donc 24 mois, on n'est pas sur des si courts que ça. Par contre, l'idée, généralement, à moins qu'il y ait vraiment des problèmes de financement, le contrat peut être prolongé. Il n'y a pas d'histoire de mandat. On peut prolonger tant que vous êtes d'accord et que l'ONG en face est satisfaite de votre travail. Donc on peut être sur du long terme en ONG, c'est tout à fait possible. Moi, là, sur Madagascar, j'ai une CT, ça fait 5 ans. Et elle adore, et elle va rester encore 5 ans. Personne ne me la pique. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Tant que vous, ça vous va et que l'ONG est satisfaite aussi. Il doit y avoir quelque chose à Madagascar, parce que c'était mon exemple aussi. Pour Asmae aussi, il y avait, je me souviens que la coordinatrice générale était là déjà depuis de nombreuses années. Donc effectivement, ça c'est possible. Après, il y a aussi la possibilité des contrats locaux de droit. Voilà, donc ça nécessite au niveau là aussi administratif de faire quelques ajustements en France pour là encore, pas être dans la précarité. Mais j'ai des amis aussi qui sont restés au Pérou plusieurs années en contrat local, en cotisant un peu pour la retraite à côté. Voilà, tu voulais aussi dire quelque chose ou... Non, non, c'était Charlotte. En fait, vous pouvez refaire un VSI dans la zone géographique qui vous intéresse, sur la thématique qui peut vous intéresser, et qui peut donner lieu aussi à la création d'un réseau sur place, votre propre réseau, et qui vous permet de vous implanter localement dans d'autres associations, etc. Et pour... voilà, vous n'êtes pas dans une ONG, hein, c'est avec un siège et puis des antennes, mais rien ne vous empêche de vous impliquer localement aussi. On a le cas, nous, de volontaires qui ont fait 3 ans de VSI à un endroit et puis qui sont finalement restés, qui ont construit leur famille, leur projet et qui participent concrètement au quotidien dans le cadre de leur travail, cette fois, à l'avènement de projets sur le terrain. Donc, en fait, il y a plein de possibilités d'y arriver, et le passage par un autre volontariat, puisque vous avez le droit de faire 6 années de volontariat de solidarité internationale, est aussi possible. Voilà. Si jamais vous ne trouvez pas, si ça ne marche pas, etc. Voilà, ça peut être aussi ce levier dont on parlait, cette opportunité qui peut être intéressante. Merci. J'avais une question pour savoir si c'était possible d'avoir des postes à responsabilité au sein d'une ONG sans avoir fait de droit. Sans avoir fait de droit. De fac de droit, vous voulez dire, de formation de juriste, quoi. Ouais. Ah oui. Ah oui, bien sûr, ouais. Oui, il n'y a pas... Enfin, là, pardon, je prends la parole, mais du coup, il n'y a pas... Il n'y a pas de prérequis, voilà, sur des postes vraiment Bah, en tout cas, dans le sens où on a quand même pas mal de gestion, quand on va à l'international notamment, il y a beaucoup de gestion de droit, et du coup, est-ce que c'est un problème de ne pas avoir fait des droits dans sa licence, son master ou ses formations, ou est-ce que c'est pas contraignant ? Non. Alors en tout cas sur les postes début de carrière, volontariat, etc. Si c'est pas des postes liés à des questions juridiques, droit, etc. Il n'y a aucun problème évidemment à ne pas en avoir fait. Après, il me semble que votre question c'était aussi sur la direction d'association, non, ou de poste à responsabilité. Voilà, pardon. Poste à responsabilité. Donc non, il n'y a pas du tout de prérequis droit aux juristes pour ce genre de poste. Pas du tout. C'est soit des prérequis qui sont liés à des compétences, je pense, liées au poste en question et à l'expérience en général. Quand on parle de poste à responsabilité, c'est parce qu'on a un peu acquis d'expérience sur des postes support ou technique, opérationnel, etc. Mais entre l'expérience et le champ d'expertise, le droit n'est pas du tout forcément un prérequis. Non. Continuez à ne pas en faire. Oui, et puis sur des postes sur le terrain international, nos expatriés, ils travaillent, ils ont des contacts d'avocats sur place du pays qui les orientent si besoin. On fait appel à des avocats sur place dans les pays pour les questions plus de légalité, de droit. Locaux, qui ont la connaissance, parce qu'on ne peut pas maîtriser le droit au sens large de tous les pays de toute façon, donc on s'appuie sur les spécialistes de droit locaux sur place.
Merci. N'hésitez pas, vous avez vu même les questions un peu personnelles, on arrive à en extraire des principes un peu qui intéressent tout le monde. Je sais pas, sur les salaires, la vie familiale, le recrutement dans les 4 organisations présentes. Profitez-en si vous avez, il nous reste encore quelques minutes. Je me permets, avant de reprendre une question, il y a une des possibilités d'engagement qu'on n'a pas trop abordées, qui est la question de l'alternance. Je pense que ACF en fait encore plus que Médecins du Monde. Nous, on commence un peu plus à en faire aussi. Et étant issue moi-même d'un cursus alternance, je prône l'alternance. Et c'est aussi une très bonne façon d'acquérir de l'expérience, puisque c'est de l'expérience ensuite qui est reconnue. Hein. Et à Bioforce, il y a des formations d'alternance d'ailleurs. Tout à fait. Une niveau bac, l'intitulé a un peu changé je crois, mais responsable de projet logistique et services généraux. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Peut-être dans le désordre. Et puis... logistique, mission internationale, voilà. Ou je sais plus. Ouais. Donc effectivement, c'est une possibilité aussi, justement, entre ceux qui peuvent être entre reprise d'études ou activité, ça peut être un bon équilibre. Ouais, nous, chez Médecins du Monde, on a un alternant de chaque de ces 2 formations au siège. Alors, en revanche, l'alternance se fait au siège. Bonjour à tous, donc moi je suis Marion, je suis infirmière. Depuis toute petite, j'ai vraiment toujours eu envie entre guillemets, de faire de la solidarité internationale. Je me pose beaucoup de questions quant à mon avenir parce que du coup, là, vous parlez de VSI, donc ça m'intéresse. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'en faire en tant qu'infirmière, par exemple, sachant qu'on peut aussi postuler dans les ONG. Mais c'est vrai que parfois, ça prend beaucoup de temps aussi, les recrutements. Donc voilà, je me pose pas mal de questions par rapport... Peut-être qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative entre le temps parfois qui est assez long des recrutements parce que comme vous l'avez dit ça nécessite quand même il y a quand même quelques étapes de formation donc c'est juste un peu une question vague, je me pose pas mal de questions quant à ce qu'on peut faire les VSI ou en attendant finalement d'être pris dans une ONG. Je commence sur le VSI, ouais. Alors nous, on a de moins en moins, on va dire, de postes techniques type infirmière, par exemple. On en a quand même, ça peut arriver. Je pense à une ancienne volontaire là, qui était au Togo, par exemple, infirmière sur un centre de santé, par exemple. Donc il y a des demandes parfois qui sont liées plus à ce qu'on appelle des centres de santé, du coup, ou de la médecine préventive. Donc ça peut arriver. C'est pas la majorité des profils qu'on nous demande, puisque je l'ai pas précisé, mais nous, SCD, ce qu'on fait, c'est du matching en fait entre les besoins exprimés par des structures partenaires locales dans une quarantaine de pays. On fait matcher ces besoins de compétences avec des désirs d'engagement de candidats en France. Ou ailleurs d'ailleurs, puisque le statut est ouvert à toute nationalité. Donc je dis ça parce qu'on n'a pas forcément, en tout cas pas cette année ou dans les 2 dernières années, eu beaucoup de besoins remontés en termes de métiers infirmiers, médicaux en général. C'est pas la majorité des profils. Après, il y a la possibilité aussi, alors je sais pas où vous habitez, où vous êtes, mais je sais qu'à Lyon, les HCL, les Hospices Civils de Lyon, qui regroupent quelques hôpitaux lyonnais, ont un service mobilité, par exemple. Donc je ne sais pas où du tout vous travaillez, mais il peut y avoir aussi... Je travaille à Lyon, mais je suis de Lille à la base. D'accord. HCL, ça marche aussi, ça fait Hospice Civil de Lille. Peut-être qu'il y en a. mais en tout cas, si vous êtes à Lyon, peut-être moi je peux vous mettre en contact avec la personne qui s'occupe des mobilités hospitalières et qui justement encourage ce genre de parcours à l'international pour les personnels médicaux ou paramédicaux. Donc c'est tout à fait possible de se renseigner. Mais vous aurez plus de renseignements presque de par votre secteur, au sein de votre secteur, que via nos organismes très généralistes. Ouais. Mais ça peut se faire. En tout cas, il y a en fait aucun métier, tous les métiers plutôt en France sont transposables à l'international. Certains, c'est sûr, c'est plus difficile que d'autres. Mais en soi, n'importe quelle compétence est transposable.
c'est certainement lié aussi au fait que vos partenaires, ils ont les ressources sur place directement en fait. Ou alors ils ont peut-être parfois ponctuellement besoin d'une infirmière formée ailleurs avec d'autres expériences pour, dans le cadre d'une mission de formation à des infirmiers nationaux par exemple. Ça peut être dans ce cadre-là aussi. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est un métier où ils ont les ressources directement sur place. Et je rebondis sur la durée des processus de recrutement. Je ne vais pas dire que tu as tort, loin de là. Un processus de recrutement, c'est en moyenne 75 jours. En tout cas chez ACF. Peut-être que MDM va un peu plus vite. Donc c'est long. Par contre, ce qu'on ne sait pas forcément quand on rentre dans le domaine de l'humanitaire, c'est qu'un process de recrutement, c'est jamais inutile et anodin, parce que si on le valide, même si on ne part pas sur la mission, ça veut dire si on valide entretien RH, test technique, entretien technique, on rentre dans le fameux vivier. Le vivier, c'est un mot que nous on adore mais qu'il y a plein de gens qui détestent. Le pool, ça veut dire que tu rentres dans un vivier de personnes qui sont validées et on est amené à te contacter dès qu'on a un poste qui s'ouvre, à te contacter régulièrement pour savoir où tu en es et à t'envoyer, en tout cas chez ACF, je pense que MDM c'est un peu pareil, toutes les 2 semaines, une newsletter avec tous les postes qui sont ouverts en interne et en externe. Donc tu as accès à des postes où les externes n'ont pas forcément accès. Ça veut dire que si tu valides un process chez ACF, chez MDM, chez MSF, mais que tu pars en VSI, à ton retour de volontariat, tu pourras encore être en contact avec ces 3 ONG et tu n'auras plus que l'entretien managérial à passer. Donc c'est long, mais ça vaut le coup. Non, parce que moi, justement, j'aimerais bien plutôt aller vers un profil comme vous venez de le dire. Mais c'est vrai que même une fois, parce que j'ai des amis qui ont déjà fait ce processus, même une fois qu'on est sur le pool, parfois c'est aussi très long par la suite. On nous annonce parfois des 6 mois, 1 an. Et entre deux, la vie peut changer, peut évoluer. Et c'est vrai que parfois, on se pose plein de questions parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Ça qui est super excitant, mais en même temps, c'est aussi... Voilà, c'est plein de questions, quoi. Bah oui, je pense que c'est pour ça aussi qu'on disait il ne faut pas aller trop vite démissionner et chercher une mission, parce qu'en fait, ça prend 75 jours. Parfois, tu n'es pas positionné directement sur le poste pour lequel tu avais postulé, donc tu attends encore un peu. Ne lâchez pas tout, ça prend du temps et généralement même les gens qui sont en interne, qui viennent de terminer une mission, qui disent ok, je suis prête à partir dans 2 mois, je me repose pendant 2 mois et je repars, généralement c'est 2-3 mois parce que l'opportunité qu'ils recherchent n'est pas tout de suite là. Donc ouais, ça prend du temps, mais encore une fois ça vaut le coup. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'avais une question sur la grille des salaires. Moi, j'ai jamais travaillé dans une ONG, mais j'ai 3 ans d'expérience. Et je voulais savoir quel était le salaire qu'on pouvait espérer lors d'une première expérience en ONG et quelle était la progression des salaires aussi en ONG. Ça sera notre dernière question. On va finir sur du terre à terre. Je commence et je donne la parole à Hortense. C'est sur quel type de poste que tu recherches ? Chargé de projet, plutôt chargé de terrain, projet. Siège. Terrain. Bon, je vais être un peu généraliste, comme ça tout le monde aura sa réponse. Le milieu des ONG a la réputation de très mal payer. Personnellement, je trouve que sur des postes d'entrée, on paye pas si mal. On est plutôt proche du privé. C'est dans l'évolution qu'on n'arrive pas à suivre, où les personnes en sortant de diplôme vont avoir 36, 38, c'est faisable pour vous, mais derrière on n'arrivera pas à 70 ou 80, loin de là. Donc il y a des grilles de salaire, c'est en fonction de l'expérience. Le problème c'est que, en tout cas chez ACF, la grille de salaire elle est en fonction de ton expérience par rapport au poste auquel tu postules. Donc si tout ce que tu as fait avant est très très en lien, ça va être très pris en compte. Si c'est très éloigné, ça va être peu pris en compte. Donc je ne peux pas te répondre comme ça. En tout cas, nous, nos postes de gestionnaire, je crois que ça commence à 32. Nos postes de chargé, ça commence à 35. Enfin, de toute façon, on indique les salaires dans toutes nos annonces, donc je ne vous dis rien de confidentiel. Et sur l'évolution, au niveau du siège, on a une prime d'ancienneté au bout de 3 ans. Et au niveau du terrain, on a une prime d'ancienneté tous les ans, qui est de 6%, alors que pour le siège, je ne peux plus vous donner l'info, je vous redirai. Mais oui, je pense que c'est à peu près similaire. Peut-être
vous êtes un petit peu plus que Médecins du Monde. Je pense, ça se joue pas à grand chose, mais je crois que vous êtes un petit peu mieux, si on peut dire. Et effectivement, c'est une grille des emplois, et nous, on a un fonctionnement d'une grille. On ne dépend pas d'une convention collective, quoi que ce soit. Donc, c'est notre propre grille en interne pour garantir une équité vis-à-vis des différents salariés. Mais c'est un fonctionnement d'une grille et des salaires d'entrée sur des postes, sur des premiers postes. C'est vrai qu'on n'est pas trop mal positionné. Après, sur l'évolution, effectivement, ça montera jamais bien haut. Mais voilà. Et juste, il y a informé qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus, Coordination Sud, je crois, ou je ne sais plus qui. Orientation durable. Orientation durable, ça s'appelle, ouais. Le cabinet Orientation durable, qui est un cabinet de recrutement, tout ce qui est RH sur les ONG, a publié une étude sur ça assez récemment, il y a 1 mois ou 2, je crois. Donc ça peut être intéressant d'avoir une idée un petit peu objective sur ça, mais en tout cas, de mémoire, on était sur un différentiel par rapport au privé de 30%. Environ, moins 30%, enfin forcément, on le saurait sinon, mais plutôt moins 30% dans le secteur associatif, on va dire, général, large par rapport au privé, et jusqu'à moins 40% pour les postes de cadres et dirigeants. Donc tout dépend aussi du niveau, mais on est dans ces eaux-là entre 30 et 40% moins bien rémunérés que dans le privé. Donc on en revient à la question du sens quand même. Et il y a aussi une disparité entre les ONG françaises, suisses et anglo-saxonnes. Oui. Merci. Et bien, merci à toutes, à tous. Merci beaucoup aux 4 intervenants. Et bon chemin dans la solidarité internationale. Et merci aux organisateurs.